Aujourd'hui, au Radio-Journal, un dénouement 15 ans plus tard. M. Delisle, par ma bouche, a dit qu'il acceptait de mettre un terme à des procédures dont vous pouvez facilement imaginer qu'elles sont très pénibles pour lui. L'ancien juge Jacques Delisle plaide coupable à une accusation d'homicide involontaire. Le Canada retarde l'exportation de véhicules blindés à Israël, une décision qui fait réagir. Le Canada est absent dans ce dossier-là. J'espère que le gouvernement va continuer dans cette veine-là. Et la France s'attaque à la mode jetable. La mode jetable, c'est nous qui finalement en subissons les conséquences. Reportage sur cette industrie controversée. Bonjour, ici Mélanie Hood. Bienvenue au Radio-Journal. Après un aveu de culpabilité et une courte détention, la saga judiciaire de Jacques Delisle s'est finalement terminée aujourd'hui. L'ancien juge de la Cour d'appel du Québec a plaidé coupable à une accusation d'homicide involontaire en lien avec la mort de sa femme. L'homme de 88 ans maintient malgré tout qu'il ne l'a pas tuée et qu'elle s'est plutôt enlevé la vie en novembre 2009. Camille Carpentier a préparé ce qui suit. À 88 ans, Jacques Delisle marche avec moins d'assurance. Sa santé fragile l'a poussé à plaider coupable, 15 ans après la mort de sa conjointe, à un chef réduit d'homicide involontaire, résultat de plusieurs mois de négociations entre les parties. Puisqu'il a déjà purgé près de 9 ans de détention après avoir été déclaré coupable de meurtre en 2012, il n'a passé que quelques heures en détention. Un compromis qui satisfait son avocat, Maître Jacques Larochelle. Vu son âge, vu la difficulté d'un nouveau procès, je ne veux pas parler pour la couronne, là, mais je pense qu'ils ont simplement pensé que ça avait assez duré. Jacques Delisle a admis avoir fourni un pistolet chargé à sa femme, Nicole Rainville, pour qu'elle s'enlève la vie. Même si elle accepte le plaidoyer, la poursuite ne se range pas derrière cette version des faits. Le procureur, Maître François Godin, reste convaincu que Jacques Delisle a appuyé sur la détente. Si on avait fait un deuxième procès, nous étions toujours en mesure de faire déclarer M. coupable de meurtre au premier degré. La poursuite maintient qu'il n'y a eu aucune erreur judiciaire dans le dossier et ne comprend pas la décision du ministre fédéral de la Justice d'ordonner un nouveau procès en 2021. Malgré tout, elle soutient que l'intérêt de la justice doit primer. Monsieur a 88 ans. Les perspectives de terminer un deuxième procès nous apparaissaient utopiques. C'est ce qui est important pour nous aujourd'hui. Il admet avoir causé la mort. Un flou demeure donc toujours autour de ce qui s'est réellement passé le 12 novembre 2009. Ici Camille Carpentier, Radio-Canada, Québec. Comme on vient de l'entendre, le ministre fédéral de la Justice, David Lametti, avait ordonné la tenue d'un nouveau procès dans le dossier de Jacques Delisle en 2021. Une décision qui soulève bien des questions à la suite de la lecture d'un document qui était frappé jusqu'à aujourd'hui d'une ordonnance de non-publication. Marie-Pierre Bouchard de l'émission Enquête l'a parcouru. En avril 2021, David Lametti, qui est alors ministre de la Justice du Canada, ordonne la tenue d'un nouveau procès pour l'ancien juge Delisle. Un pouvoir discrétionnaire rarement exercé. Par communiqué, il déclare qu'une erreur judiciaire s'est probablement produite. 8 ans après avoir été condamné à une peine de prison à vie pour le meurtre de sa femme, Jacques Delisle est donc libéré en attendant son deuxième procès. Enquête a pris connaissance des conclusions du rapport soumis au ministre pour l'aider à prendre sa décision. Le document a été préparé par le Groupe de révision des condamnations criminelles du Canada, le GRCC. On y lit entre autres que Jacques Delisle a menti et qu'il a joué avec la vérité pour l'utiliser comme stratégie, que ses explications soulèvent des problèmes de crédibilité. Jacques Delisle avait demandé au ministre de réviser son cas après avoir épuisé tous ses recours d'appel. Après analyse, le GRCC conclut que tout ce qui a été soumis comme nouvelle preuve pour appuyer sa demande était disponible au moment du procès et qu'il n'y a pas eu d'erreur judiciaire. David Lametti n'a pas vu les choses de la même façon. Il ordonne tout de même un nouveau procès sans préciser les motifs. Au moment de quitter la vie politique en janvier dernier, il a dit ceci en entrevue à Radio-Canada. C'est un pouvoir que le ministre de la Justice possède. Selon ma lecture de la preuve, les nouveaux éléments de la preuve, il y avait une possibilité d'une erreur juridique. Dans le système actuel, le ministre de la Justice n'a pas à expliquer ses décisions, et ce, peu importe les conclusions du Groupe de révision des condamnations criminelles du Canada. Ici Marie-Pierre Bouchard, Radio-Canada, Québec. Radio-Canada a appris qu'Ottawa a mis volontairement en suspens une demande d'Israël qui cherche à importer des véhicules blindés canadiens. Le gouvernement a pris cette décision dans le contexte politique extrêmement délicat qui entoure la guerre au Proche-Orient. Un geste qui s'ajoute à d'autres mesures prises par Ottawa. Les précisions de Valérie Gamache.
Depuis le début du conflit, Ottawa a cessé l'exportation d'armes offensives vers Israël. Justin Trudeau assure que la règle est suivie à la lettre. Le Canada a un des régimes les plus robustes. Radio-Canada a appris que le gouvernement est même allé plus loin. Depuis janvier, Ottawa a suspendu l'exportation de tout matériel, technologie ou équipement militaire vers l'État hébreu. Parmi ces équipements, une trentaine de véhicules blindés légers de l'entreprise ontarienne Rochelle, que souhaite acquérir le gouvernement israélien. Mais pour que la transaction se concrétise, Ottawa doit accorder des licences d'exportation. Le dossier a fait son chemin jusqu'au bureau de Mélanie Joly, mais la ministre des Affaires étrangères le laisserait volontairement traîner. L'envoi de ces véhicules se ferait en violation des obligations du Canada en matière de droits de la personne, selon le député néo-démocrate Alexandre Boulris. Ce genre de véhicule-là peut être utilisé dans des opérations qui vont mettre en péril la vie de civils. Le gouvernement marche sur des œufs. Avec ce genre d'alliés-là, on n'a pas besoin d'ennemis. Richard Marceau du Centre consultatif des relations juives et israéliennes se sent trahi. C'est très décevant et ça envoie un très mauvais message dans le monde entier que le Canada ne se tient pas debout aux côtés de ses alliés. Et on demande à voir. Paul Fauteux est de l'Association des juristes canadiens pour les droits de la personne qui a intenté un recours devant la Cour fédérale pour que le Canada cesse d'exporter du matériel militaire. Il demeure sceptique. Le gouvernement fédéral va devoir déposer les documents qui démontrent si oui ou non il a effectivement suspendu. Ici Valérie Gamache, Radio-Canada, Ottawa. Le Canada réduit temporairement le personnel diplomatique de son ambassade en Haïti. Seuls les employés essentiels vont continuer à travailler sur place. Affaires mondiales Canada affirme avoir pris cette décision en raison de la volatilité de la situation dans le pays, du manque d'approvisionnement fiable et de la nécessité d'assurer une présence efficace dans un contexte instable. Le ministre québécois des Finances, Éric Girard, minimise les critiques de 2 firmes de notation financière à la suite du dépôt de son budget mardi qui prévoit un déficit de 11 milliards de dollars. Moody's constate que le Québec n'a toujours pas de plan de retour à l'équilibre budgétaire et DBRS note que les perspectives financières de la province se sont détériorées. Voici la réaction du ministre Girard. J'avais pas besoin de Moody's et de DBRS pour savoir qu'un déficit de 11 milliards, c'était pas positif d'un point de vue du crédit du Québec, là. Ils disent qu'un déficit de 11 milliards, c'est un élément négatif pour le crédit du Québec. Ils ne disent pas qu'ils sont négatifs sur la cote de crédit du Québec. Le Parti libéral a par ailleurs déposé aujourd'hui un projet de loi qui vise à créer un poste de directeur parlementaire du budget au Québec. La fonction existe déjà au fédéral et en Ontario. La France déclare la guerre à la mode jetable. Le gouvernement s'inquiète des impacts environnementaux de ce modèle d'affaires où des vêtements de piètre qualité sont vendus à bas prix. Une pratique commerciale qui soulève également des préoccupations au Canada. Éric Plouffe a préparé ce reportage. Merci d'avoir permis de faire ce pas historique pour la France, le premier pays à légiférer sur cette question-là. La députée française Anne-Cécile Violent se réjouit de l'adoption en première lecture de cette proposition de loi pour, entre autres, pénaliser financièrement les entreprises qui participent au phénomène de la mode jetable. Dans sa mire, des géants du prêt-à-porter vendus en ligne, comme la multinationale chinoise Shein, qui propose plus de 7000 nouveaux modèles de vêtements chaque jour. Ça contribue à faire que ce qu'on a acheté aujourd'hui, demain, ce sera démodé. Pierre Condamine de l'ONG française Les Amis de la Terre explique comment la loi pénaliserait cette pratique. Plus on renouvelle nos collections, plus on produit de vêtements, plus on pollue, plus on sera pénalisé. Il faut que les gouvernements d'ici soient davantage sensibilisés aux impacts de la mode jetable, dit la professeure à l'École supérieure de mode de l'École des sciences de la gestion de l'UQAM, Marie-Ève Faust. La mode jetable, c'est nous qui finalement en subissons les conséquences. Madeleine Goubeau, qui est chargée de cours à la même école, croit qu'il y a encore beaucoup de sensibilisation à faire pour contrer le phénomène auquel contribuent en grande partie des influenceurs. Il faut que les gens soient amenés à voir quelque chose de cool dans le fait d'avoir moins de vêtements qui sont plus beaux, qu'on reporte plus souvent. Il faudrait que les influenceurs rendent cette pratique-là la chose la plus désirable. Par ailleurs, l'industrie du vêtement est responsable chaque année de 10% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Éric Plouffe, Radio-Canada, Montréal. C'est ce qui met fin au Radio-Journal. Pour d'autres nouvelles, consultez l'application Info de Radio-Canada. Au nom de toute l'équipe, bonne soirée.